La série des Matins Express, une présentation de Fortier d'Amour Goyette. Bon matin à tous. Mon nom est Richard D'Amour, avocat associé chez Fortier d'Amour Goyette et président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Ce matin, c'est une première au Matin Express, une formule 100% virtuelle en direct dans les studios de TVRS. Même si nous ne sommes pas en présentiel, il me fait plaisir de passer cette matinée avec vous. La CCIRS, vous le savez, elle s'adapte pour continuer à être là pour les membres. Donc, on fait un matin en vidéo, mais on vous promet une chose, parce que tout le monde a vu des webinaires dans des cuisines, dans des salles à coucher. Nous, on va faire ça de façon professionnelle parce qu'on le fait en collaboration avec TVRS. Donc, on vous promet quelque chose qui va être dynamique, pertinent, professionnel. Et on vous promet que ça va toujours être ainsi pour nos Matins Express. Ce matin, je vous présente nos deux conférenciers qui proviennent de la BDC, qui est présentateur de l'événement. Tout d'abord, Mme Françoise Sonnet est conseillère d'affaires, BDC Service Conseil, a travaillé au sein de diverses entreprises québécoises en marketing et en exportation. Françoise offre des services conseils aux PME depuis une dizaine d'années. Elle les aide à atteindre leurs objectifs de croissance par l'intermédiaire de conseils en commercialisation, développement des affaires, marketing et affaires électroniques, tant au niveau stratégique que tactique. M. Daniel Perron, partenaire client principal, BDC Service Conseil, a consacré la majorité de sa carrière d'abord comme banquier, puis comme consultant entrepreneur, a contribué au succès des entrepreneurs grâce à des conseils avisés dans les domaines du financement, de la commercialisation internationale et du développement des affaires. Son objectif est d'accélérer la croissance de nos excellentes PME et de les faire rayonner comme elles le méritent. Bienvenue à vous deux. Merci, M. le Président. Merci à la Chambre de commerce de nous inviter ici. Bonjour, Françoise. Bonjour, Daniel. Alors, heureux d'être avec toi aujourd'hui pour parler à nos entrepreneurs. J'espère que vous êtes bien à la maison, vous avez un bon café. On est vraiment content d'être ici. Et puis, aujourd'hui, on est là. L'objectif, c'est parler de croissance, parler de, justement, de les prochaines étapes dans la vie de vos entreprises qui ont eu des grosses étapes à vivre dans les derniers 6 mois. Alors, on est ici vraiment pour parler de croissance, parce que c'est vraiment important. Si on regarde, si on se projette 6 mois en arrière, où est-ce qu'on était? On était en plein emploi. On gérait plus la croissance qu'on la demandait. On rencontrait des clients à tous les jours, puis ce qu'on nous disait, c'est « moi, je dois limiter ma croissance parce que j'ai pas assez de personnel pour faire ». Donc, maintenant, on est dans un autre monde, un nouveau paradigme qu'on pourrait dire. Alors, on est ici pour vous en parler, comment faire en sorte qu'on pourra établir un bon plan robuste pour faire en sorte qu'on va pouvoir évoluer dans le temps. Alors, on a 45 minutes pour en discuter ensemble, puis on est content d'être ici avec vous pour ça. Si on regarde, quand on parle de changement, oui, il y a eu des changements au niveau de la pandémie, oui, il y a eu des changements au niveau du commerce électronique, mais ça va bien au-delà de ça. Il y avait déjà une vague qui était là, une vague de fond, puis aujourd'hui, on la voit, elle est présente, elle est partout. On parle d'intelligence artificielle. Si on se reporte il y a quelques années, l'intelligence artificielle, c'était quelque chose d'absolument abstrait. Maintenant, c'est là, c'est partout. Vous achetez quelque chose chez Simons et puis on vous suggère d'acheter quelque chose d'autre parce qu'il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui est là. On parle des véhicules électriques et autonomes. Donc, ça fait partie maintenant de plus en plus de nos vies. On regarde l'analyse des métadonnées, le big data en bon français. Alors, le big data est quelque chose maintenant qui est rendu essentiel pour créer justement des modèles d'affaires qui sont efficaces. Et puis, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'intelligence artificielle. Donc, le big data est ici pour rester. Il se crée plus de data maintenant dans un an qu'il s'en créait dans les 100 dernières années. Et justement, ça me fait référence à l'Internet des objets connectés qui va créer encore plus de données et qui s'en vient. Fabrication sur mesure et en 3D. Donc, on a de plus en plus de clients qui utilisent cette technologie-là. On a le robot, les drones qui maintenant s'intègrent dans plusieurs industries qui font partie des modèles d'affaires. Et les plateformes et les médias sociaux sont là, sont présents et sont de plus en plus présentes dans la vie des entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec sans hésitation.
Ça, c'est passé récemment. Je trouvais une étude de EY qui mentionnait que les consommateurs ont changé, mais pas les entrepreneurs. Donc, je pense que ce qu'on veut dire, c'est que les consommateurs ont changé rapidement la façon dont ils vont consommer et les biens qu'ils vont consommer également. Et les entrepreneurs doivent suivre. On parle ici de l'expérience client qui doit être fluide. Donc, les clients veulent que ça se passe facilement, ils veulent que ça se passe rapidement et ils ne veulent plus que ça soit difficile de faire affaire avec une entreprise. Chez nous, notre chef des technologies parle de Amazoner les services parce qu'il y a des nouveaux standards. Même si vous êtes dans une industrie traditionnelle, le client veut avoir cette fluidité d'expérience-là. Puis on parle aussi de sécurité, naturellement, pour tous les commerces qui doivent faire affaire en direct avec les personnes. Les gens s'attendent maintenant à ce que les commerces prennent ça au sérieux et que ça soit sécuritaire. Donc, c'est un nouvel environnement et il faut s'y adapter. Alors, un exemple très représentatif de la place du marketing numérique, ce sont les ventes en ligne au détail. Donc, les ventes au détail en commerce électronique devaient plus que doubler en 2020 par rapport à 2014. Mais ça, c'était des prévisions qui étaient travaillées avant la pandémie. Évidemment, ces chiffres ont décuplé pendant la crise. Donc, comme Daniel le disait, les habitudes d'achat ont complètement changé. Et on parle ici de vente au détail car ce sont des chiffres faciles à obtenir. Mais le comportement d'achat en B2B, donc d'entreprise à entreprise, évolue dans le même sens. Donc, par exemple, un acheteur d'organisation va avant tout effectuer une recherche sur Internet avant d'effectuer un achat pour son organisation. Et de plus, la probabilité qu'il utilise un appareil mobile est très élevée. Donc, c'est pour ça que maintenant, si on parle de marketing business to human ou business to people, donc d'entreprise à individu, parce que le comportement d'achat de celui-ci est à peu près le même, que ce soit pour ses achats personnels ou que ce soit pour son organisation. Merci, Françoise. Dans ce contexte de changement dramatique, comment faire pour arriver à tirer son épingle du jeu? Je pense que c'est ça le défi pour les entreprises. C'est pas facile. Vous avez vécu des choses assez extraordinaires au cours des derniers mois. Et comment s'aligner vers une croissance? Bien, ça passe par un plan de croissance vraiment très robuste qui va faire en sorte que vous allez pouvoir générer des revenus rapidement. Mais dans ce contexte-là, il faut prendre le temps, prendre un petit peu de recul, regarder dans les 12 prochains mois, quelle initiative est-ce que je pourrais prendre pour faire en sorte que je vais atteindre mes objectifs, comment je vais pouvoir les mesurer. Donc, ça prend vraiment un plan qui est robuste pour y arriver parce qu'on ne veut pas juste tomber en mode opportunistique où on dit on prend cette opportunité-là ou l'autre parce que ça se peut que ça ne soit pas la meilleure pour vous. Donc, on doit créer un plan qui est robuste et c'est ça qu'on va discuter dans les prochaines étapes. Puis d'ailleurs, Françoise, quelles questions on pourrait se poser justement pour dire où commencer pour faire un plan? Bon, effectivement, il faut se poser beaucoup de questions. Vous en avez quelques-unes à l'écran. Donc, par exemple, comment arrimer mes ventes et mon marketing? Bien, est-ce que les ventes communiquent des données de marché au marketing? Est-ce que le marketing donne des directives? Est-ce qu'il répond bien aux besoins des ventes? L'autre question, quelles sont les affaires, les occasions d'affaires à valeur élevée? Où est-ce que la marge est la plus élevée pour vous au niveau des marchés potentiels ou des ventes potentielles? Mais aussi, où est-ce que ces ventes potentielles-là sont les plus rapides à obtenir? En ce moment, c'est crucial. Est-ce que vous ciblez la bonne clientèle? Les entrepreneurs ont une tendance à vouloir s'adresser à tout le monde. Lorsqu'on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à n'importe qui en particulier. Et à ce moment-là, les actions marketing sont peu efficaces. Quelle est votre stratégie numérique? Ça, on va revenir sur ce point-là. C'est devenu fondamental maintenant, la stratégie numérique. Et pouvons-nous étendre nos activités à d'autres marchés? Ça aussi, on va revenir sur le développement des marchés. J'ai d'autres questions à vous suggérer. Par exemple, combien devraient se chiffrer nos dépenses en vente et marketing? Bien, en B2B, on recommande de 2 à 5 % du chiffre d'affaires, mais plus on se rapproche du consommateur, plus ce pourcentage est élevé. Donc, il peut atteindre 5 à 10 % du chiffre d'affaires. Est-ce que vous connaissez vraiment vos concurrents? On est souvent surpris du peu de connaissances des concurrents. Évidemment, je ne parle pas du concurrent qui est situé à 5 km de chez vous. Je parle des concurrents qui sont situés sur vos marchés en général. Donc, si vos marchés sont nord-américains, vous devez connaître vos concurrents au niveau nord-américain. Et évidemment, c'est encore pire à l'international. Ça fait beaucoup de questions à répondre, ça, Françoise, pour créer un nouveau plan. Donc, je pense que c'est important de faire les choses de la bonne façon. Et pour créer un bon plan, bien, il faut naturellement
prévoir un plan de croissance des revenus. Donc, vraiment, ça dit ce que ça veut faire. C'est pas juste un plan marketing pour travailler un logo, pour générer de l'intérêt. On veut vraiment créer un plan qui va amener des clients dans notre entonnoir. C'est ça le but de ce plan-là. Mais naturellement, une fois qu'on passe à travers le plan, il y a aussi toute la question de priorisation des investissements qui va devoir être tenus en compte. Et naturellement, on ne peut pas maintenant éviter le numérique. Le numérique fait partie de nos vies, fait partie des stratégies. On l'a vu, les technologies s'en viennent. Si vous allez devoir intégrer les stratégies numériques dans un plan d'affaires pour qu'il soit vraiment complet. Je serais curieux de poser la question à tous vous autres qui êtes là actuellement, si vous avez déjà un plan de croissance. Est-ce que ce plan de croissance-là, il est à date? Et est-ce que vous le suivez? Donc ça, je serais curieux de voir la réponse si on avait le temps de faire un sondage. Mais posez-vous la question. Et nous, notre expérience nous dit qu'il y a peu d'entreprises actuellement qui sont dans cet état-là. Mais les clients qui réussissent, ceux qui avancent dans l'avant, ceux qui ont du succès, elles ont des plans, elles ont des objectifs, elles peuvent suivre et elles peuvent avancer plus rapidement parce que ça mobilise toutes les ressources également dans l'entreprise. Tout le monde sait où ils s'en vont en même temps. Donc, il n'y a pas 10 000 façons pour créer un plan de croissance, Françoise. Fait que j'aimerais ça que tu nous dises quelles sont les options possibles pour croître. Puis, elles ne sont pas toutes égales, les options. Donc, j'aimerais ça que tu nous en discutes en fonction des risques. Donc, évidemment, vous devez prioriser les marchés que vous avez ciblés. Et vous avez probablement déjà vu cette matrice. C'est la matrice d'Ansoff, mais qui est toujours d'actualité, même si elle a quelques dizaines d'années d'âge. Donc, la stratégie la plus facile pour vous, c'est de cibler les marchés existants. Donc, je suis dans la case bleu foncé, pénétration des marchés. Alors, comment cibler ces marchés existants? Même si ça peut paraître évident, ils sont rarement optimisés dans les PME. Donc, par exemple, en contactant régulièrement vos clients existants sur plusieurs années en arrière, en optimisant les ventes croisées auprès de ces clients, en effectuant de la prospection auprès des clients qui sont sur les mêmes marchés, mais que vous n'avez pas encore comme clients. Et l'erreur la plus fréquente des gestionnaires, c'est de penser que puisque les clients et clients potentiels les connaissent sur ces marchés existants, bien, ils vont les contacter si besoin. Malheureusement, c'est tout faux. Généralement, les clients existants ne sont pas assez bien entretenus et c'est pourtant là où les ventes sont les plus faciles. Certaines entreprises, si elles s'y mettent sérieusement, peuvent facilement doubler leurs ventes rien qu'en travaillant leur marché existant. Donc, il y a un terme marketing en anglais pour ça, ça s'appelle le nurturing. Donc, c'est vraiment d'entretenir ces clients, de les bichonner, si vous voulez, pour pouvoir leur vendre plus. La stratégie suivante, c'est le développement de marché, mais avec vos produits existants. Ces produits doivent être adaptés ou non selon les marchés. Alors, on parle de marchés complémentaires ou adjacents à votre marché existant. Là, je suis dans la case bleu clair, développement des marchés. Alors, les nouveaux marchés peuvent être soit au niveau sectoriel, soit au niveau géographique. Et c'est là où la force de vente et la stratégie numérique sont essentielles parce que vous n'êtes pas déjà connu sur ces marchés-là. On peut parler aussi de plan à l'exportation, par exemple, si vous décidez de sortir du Québec. L'étape suivante, ça serait le développement de nouveaux produits ou services sur vos marchés existants. Dans ce cas-là, il faut être en mode innovation, il faut effectuer de la veille en lien avec votre activité et les entreprises qui innovent régulièrement réussissent mieux que les autres. C'est à prendre en compte, mais on est moins dans le court terme dans ce cas-là. Et c'est un petit peu plus compliqué que les deux stratégies précédentes. Et la voie de croissance la plus risquée à moyen et long terme, et c'est là où les entrepreneurs ne devraient pas aller en premier s'ils peuvent passer les autres stratégies avant, ça consiste à créer de tout nouveaux produits ou services pour de nouveaux marchés. Et là, dans ce cas-là, c'est presque comme créer une nouvelle entreprise. Donc, il faut bien envisager les facteurs au préalable. Donc, je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais je vous dis que c'est beaucoup plus moyen et long terme et que ça demande beaucoup plus de préparation que les autres stratégies. Donc, pour les 3 dernières stratégies, nouveaux marchés, nouveaux produits, les études de marché deviennent importantes parce qu'il faut vous assurer qu'il y a bien un besoin dans ces marchés, bien répondre aux besoins de façon adéquate et surtout minimiser vos risques. C'est très intéressant parce que, encore récemment, c'est très pertinent. Je rencontrais un client pas plus tard que la semaine dernière
dont les ventes déclinent depuis quelques années, les ressources commencent à être limitées. Je m'assois avec le propriétaire. Première chose qu'il me dit, bien là, je veux partir un nouveau produit, je vais vendre ça dans un nouveau marché, puis ça va augmenter mes ventes. Alors, moi, je dis, écoute, je pense qu'il faut regarder ça tranquillement, puis c'est peut-être pas la meilleure option. Donc, chaque option qui est là n'est pas égale et comporte des risques additionnels. Il faut bien les comprendre, alors c'est très important dans votre cadre d'évaluation, surtout si vous voulez faire un projet qui va aller, dont vous voulez des retombées qui sont rapides. On va prendre un cas ici, un client de la BDC qui est venu nous voir. Donc, c'est un manufacturier distributeur de produits d'emballage d'alimentation en plastique et en aluminium. Donc, eux sont dans un secteur qui est quand même en pleine croissance parce que c'est pour le prêt à manger. Mais ils sont venus nous voir parce qu'ils voulaient avoir une croissance beaucoup plus dynamique, mais ils voulaient aussi qu'on les guide parce qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offraient à eux puis ils n'étaient pas très sûrs. Donc, ils sont venus nous voir. On a fait une étude sur quelques semaines, en fait quelques mois, pour sortir un plan qui va être vraiment les amener à la prochaine étape pour faire en sorte que l'entreprise va avoir du succès à long terme parce que ce qu'on veut, c'est une croissance, mais une croissance qui est soutenue. Donc, le résultat d'un plan de croissance comme ça, c'est aussi facile que ça. Donc, il y a beaucoup de travail en arrière, il y a beaucoup de plans tactiques qui sont sous-jacents. Mais en gros, ce qu'on va être capable de faire, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait en premier et qu'est-ce qu'on va prioriser au niveau monétaire puis au niveau de temps aussi. Alors, par exemple, on a commencé par naturellement établir le plan de croissance, donc voir les différentes opportunités. Ensuite, on s'est aperçu que les éléments du branding du client n'étaient pas à jour avec le temps, avec la croissance. C'était un peu déficient. Donc, ça, c'était la première chose à corriger. Par la suite, le site web aussi ne permettait pas d'être très dynamique et d'aller chercher de l'information. Donc, la deuxième étape était naturellement de mettre à jour un site web qui était performant et par la suite de pouvoir justement mener des campagnes au niveau numérique qui sont très performantes. Et si on avait commencé, par exemple, par les campagnes numériques, au lieu d'avoir un site web, on aurait amené des gens, tout simplement, qui auraient été sur un site non performant, puis ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, puis on aurait perdu des sous. Mais en même temps, en élaborant cette stratégie, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la capacité de production de l'entreprise ne suffirait pas à son plan parce qu'ils sont dans un marché porteur, ils ont des options très intéressantes. Alors, le client devait en même temps dire, bien, parfait, je vais commencer à prévoir l'agrandissement de mon usine, l'achat d'équipements, ce qui fait qu'on fait ces étapes-là de manière concertée. Donc, le client, il sait à quoi s'attendre au niveau financement, c'est quoi ses besoins, et quand on va arriver à un niveau de croissance dont il a besoin, ses capacités, ça va être là. Donc, d'où d'avoir un plan qui est vraiment cohérent et bien établi avec des bonnes priorités, de façon à arriver à bon port de la bonne façon. Puis d'ailleurs, au niveau des différentes options de croissance, j'aimerais ça, Françoise, que tu fasses référence à ce qu'on a parlé tout à l'heure à ta matrice pour regarder justement les options qui s'offraient aux clients et quelles on a choisi. Bien, effectivement, vous avez un très bon exemple ici d'analyse très simple et très visuelle des occasions de croissance des ventes, donc comme Daniel le disait, en lien avec la fameuse matrice. Donc là, l'entreprise s'est rendue compte que la croissance sur le marché québécois était encore très possible et c'était l'occasion la moins risquée. C'est pour ça qu'elle a placé ça dans ses priorités. Ensuite, elle a décidé d'étendre son marché sur l'Ontario. Ça présentait plus de probabilités de revenus que le Québec parce que le marché n'était pas encore couvert, mais les risques étaent un petit peu plus élevés, donc il est tombé en deuxième position. Et aussi, elle désirait accroître ses ventes auprès de clients industriels. Là, le potentiel de vente était moindre qu'en Ontario, mais les risques étaient à peu près équivalents. Et enfin, le développement des ventes en ligne était pour elle beaucoup plus risqué parce que c'était trop dans l'inconnu, puis on parlait d'expéditions individuelles qui étaient complètement à l'opposé de leurs opérations initiales. Et par contre, et en plus, le potentiel de revenus était très faible, donc ils l'ont placé en queue des priorités. Donc, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'en règle générale, plus il faut d'étapes et moins vous connaissez le contexte, bien, plus le niveau de risque est élevé. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut avoir un plan, mais chaque option chaque axe de croissance n'est pas égal. Donc, il faut choisir ces options de croissance en fonction de la notion de risque, mais aussi en fonction de ses moyens financiers, quel budget on peut allouer à chacune des stratégies, laquelle est la plus payante. Aussi en fonction de ses ressources humaines, parce que toutes les options peuvent ne pas avoir autant d'impact sur les ressources humaines. Par exemple, si quelqu'un veut croître une filiale aux États-Unis parce que c'est la meilleure option, mais en même temps, si ça prend trop du personnel ici pour faire en sorte de faire marcher cette option-là, c'est peut-être pas la plus rentable. Donc, on doit tenir compte de toutes ces alternatives-là pour établir un plan qui va aussi prioriser chacun de ces investissements-là de manière cohérente et en fonction de ses ressources. D'ailleurs, quand on regarde un plan,
un plan de croissance, si on regarde ici cette roue, ça, c'est vraiment le moteur de votre croissance. Donc, un plan de croissance complet, ce n'est pas juste un plan marketing sur lequel on va toucher à certains aspects comme le logo, comme le branding, mais on va aussi toucher à l'aspect des ventes. Bon, quelles sont les meilleures stratégies de vente, quels sont les meilleurs canaux de distribution, comment on va former ses vendeurs. Tout ça doit être adressé dans un cadre pour faire en sorte que son moteur de vente qui va vraiment alimenter notre croissance soit performant. Puis naturellement, on va devoir aussi toucher tout ce qui est numérique. On ne peut plus maintenant passer à côté. Donc, tout ce qui est outils de vente, optimisation de la performance, on va devoir prendre ça en considération pour faire en sorte, par la suite, en prenant tous ces éléments-là, de dire lesquels on prioriser en premier pour faire en sorte qu'on va avoir le plus d'impact à court terme. Ce qu'on veut, un plan d'affaires, un plan de croissance de revenus, on veut dans les 12 prochains mois avoir des impacts pour générer des revenus. C'est ce qu'on cherche à faire. On ne fait pas des choses sur des horizons de 5 ou 10 ans. On va regarder un objectif sur 3 ans, puis après ça, dans les 12 prochains mois, comment on peut faire ce plan tactique-là. Puis à chaque année, on revise son plan, puis à chaque année, on fait en sorte qu'on regarde c'est quoi l'objectif sur 3 ans, puis comment on va faire pour avancer dans la prochaine année en gardant un plan qui reste agile. D'ailleurs, dans ce cadre-là, François, j'aimerais bien que tu me parles comment on fait pour faire en sorte que notre plan n'est pas figé dans le temps, mais qu'on puisse vraiment arriver à avoir des interactions pour le mettre à jour de manière rapide, parce qu'on sait que tout bouge rapidement maintenant. C'est ça. Puis ce qu'on veut montrer là, c'est qu'une bonne stratégie marketing, elle doit être un processus agile et en continu, comme tu l'as dit, Daniel. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises ont tendance à allouer des budgets de façon ponctuelle au niveau du marketing, selon la situation du moment. Et c'est une erreur fondamentale parce qu'il n'y a pas de stratégie en arrière et les résultats sont par conséquent mitigés et irréguliers. Donc, pour optimiser son marketing, comme vous le voyez, il faut bâtir avant tout une stratégie. Donc, notamment à l'aide des réflexions qu'on a soulevées ici, les questions qu'on a dit au préalable, tout ce que Daniel a mentionné, c'est ça qui va vous aider à bâtir votre stratégie. On monte des campagnes spécifiques aux besoins, mais on effectue aussi du marketing en continu pour générer des prospects qualifiés et alimenter votre marque. Ensuite, on mesure les résultats régulièrement des différentes tactiques. C'est un facteur déterminant. Et enfin, on apporte des correctifs si besoin, on se renouvelle et on poursuit nos efforts marketing. Donc, comme vous le voyez, ça ne s'arrête jamais. Et un des avantages du marketing en ligne ou marketing numérique, c'est que les mesures sont beaucoup plus faciles à effectuer et beaucoup plus rapides par rapport aux outils traditionnels, aux méthodes traditionnelles. Je vous donne un exemple, les publicités dans les magazines, par exemple. Il y en a peut-être qui en font encore, mais quand on en faisait, c'était extrêmement difficile de mesurer l'impact de ces publicités-là. Donc d'ailleurs, le marketing numérique est en très forte croissance, que ce soit envers le consommateur, mais même envers les entreprises. Le taux de croissance est très, très élevé et on ne peut jamais assez insister sur le fait que de bâtir une stratégie pour mieux cibler et rejoindre vos clients potentiels et vos clients actuels, effectuer les mesures appropriées sur une base régulière et poursuivre vos efforts en continu ne peut qu'alimenter votre entonnoir de vente et donner des résultats significatifs. Oui, c'est super important de pouvoir suivre en temps réel. Puis aujourd'hui, avec le numérique et les data, donc il est plus facile justement de pouvoir suivre et de réagir rapidement à l'efficacité de nos campagnes. D'ailleurs, quand on fait une campagne, il faut toujours se poser des questions. C'est quoi l'objectif de la campagne? Parce que souvent, on va faire affaire avec des partenaires ou on va faire affaire avec les gens de marketing. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette campagne-là? Quels sont les moyens qu'on doit y apporter? Quel est le budget qu'on va faire? Donc, on a un budget global. Ensuite, on va prendre le budget et on va l'allouer à différentes campagnes. Mais pour s'assurer que notre campagne va donner des résultats, donc, on doit avoir un objectif qui est précis. Puis ensuite, on va regarder quelle tactique on va utiliser en fonction du budget et en fonction de la clientèle visée. Dans ce cas-ci, on parle de Julie, la super maman. C'est peut-être une dame qui travaille, qui a des enfants à la maison, puis on veut lui vendre un bien qu'elle va commander le soir à la maison. Donc, à partir de ça, quelle tactique, quel moyen qu'on va faire? Est-ce que c'est des AdWords? Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir planifier pour chacune des campagnes de façon à être efficace et de façon à pouvoir suivre et mesurer la performance des collaborateurs et des gens qui vont mener la campagne en question.
Et si on parle justement de Julie, la super maman, comment déterminer qui est cette personne? Nous, dans le jargon, on parle d'un persona, donc on se crée un personnage fictif qu'on va devoir justement aller cibler pour vendre. Donc, on doit avoir le plus de données possible sur ces gens. Et c'est la même chose pour vos clients dans le B2B, donc ça ne s'adresse pas juste dans le B2C. Vous devez connaître c'est qui la personne qui achète chez vous. Vous devez savoir le plus de détails possible sur sa démographie. Vous devez savoir c'est quoi son empreinte numérique, quel moyen il utilise, est-ce qu'il est sur le téléphone, est-ce qu'il est sur l'ordinateur, est-ce qu'il appelle. Donc, c'est tous des éléments qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir connaître votre client et savoir mieux comment le cibler et pouvoir mieux y vendre. Vous allez savoir quelle plateforme il utilise. Puis le plus important aussi, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est comprendre les besoins du client, les vrais besoins du client, parce que souvent, vous faites un produit, vous dites, bien, le besoin du client, c'est le besoin X, mais parfois, c'est un autre. C'est peut-être les délais de livraison qui, pour eux, est super important. Donc, de bien connaître votre client, c'est de connaître ses besoins réels, connaître ses défis, mais connaître ses frustrations aussi. Donc, connaître qu'est-ce qui fait que dans le processus, le client n'est pas content. Est-ce que c'est le service à la clientèle? Est-ce que c'est des... peu importe les irritants, il faut faire en sorte de les éliminer et de les connaître pour se différencier. Puis tout ça, ça fait partie vraiment de votre proposition de valeur. Puis on fait des exercices complets là-dessus où est-ce qu'on explose justement ces éléments-là pour aller trouver les éléments sous-jacents pour vraiment être efficace et se démarquer de la clientèle. Puis je sais que ça peut avoir l'air un petit peu abstrait, mais si je vous donne par exemple en termes de besoins, une montre. Donc, c'est quoi le besoin primaire d'une montre? C'est de donner l'heure. Par contre, si je vous dis, la personne, elle achète une montre de marque Gucci, bien là, peut-être que c'est plus tellement l'heure, mais c'est de dire, j'ai un bien de luxe, puis je veux l'afficher. Si l'autre besoin, c'est pas l'autre besoin, mais l'autre montre, c'est une iWatch. Mais là, peut-être qu'une iWatch, justement, c'est un besoin plus fonctionnel de dire, ben oui, c'est parce que je veux surveiller ma santé, ça me dit quand est-ce que je dois me lever, c'est peut-être aussi parce que j'ai accès à mes courriels. Donc, il y a des besoins. Donc, Apple a créé des besoins additionnels à la montre qui, aujourd'hui, fait qu'elle est le plus gros producteur de montres au monde. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs besoins que vous pouvez soit apprendre à connaître ou à créer pour justement créer de la demande pour vos produits. Donc, c'est ça qui est important de comprendre et ça va vous permettre de faire un message clé qui est percutant à vos clients. Alors exactement dans la lignée de ce que vient de dire Daniel, il faut toujours orienter vos approches marketing sur le client. Les entreprises ont tendance à diriger leur message marketing vers ce qu'elles offrent, leurs produits ou leurs services, mais en fait, il faut, comme Daniel l'a dit, orienter le message vers le besoin du client et comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez répondre à ce besoin. Donc, pour vous, il est essentiel avant tout de connaître le processus d'achat de votre client, soit ce qu'on appelle le parcours du client. Donc, comment il recherche de l'information, comment il analyse ses choix, comment il veut être servi et qu'est-ce qui fait qu'il va renouveler un achat chez vous. Le processus peut être long ou court selon les marchés et les produits que vous distribuez ou que vous desservez, mais vous devez le connaître. Maintenant, est-ce que vous savez où se trouvent vos clients potentiels? Est-ce que vous connaissez leurs paramètres démographiques? Daniel en a parlé. Leur comportement, les différents segments qui les composent. C'est très important. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'adresser à tout le monde en général, mais à des individus en particulier. Bien, les segments interviennent à ce moment-là. On parle à chaque segment parce que leurs besoins sont différents. Combien de temps prend leur processus d'achat? Où est-ce qu'ils recherchent de l'information? Quelles sont les tendances sur vos marchés? Parce que vous devez évidemment anticiper les tendances ou du moins les suivre, parce qu'elles répondent aux besoins des clients. Est-ce qu'il y a des influenceurs significatifs sur les marchés que vous desservez? Et quels sont les critères qui influencent les clients potentiels à acheter? Est-ce que c'est le prix, la qualité, l'image? Gucci, on est dans l'image. Est-ce que c'est le service? Donc, toutes ces informations, vous allez me dire, je n'ai pas nécessairement les moyens de faire une étude de marché, mais toutes ces informations, vous pouvez souvent les obtenir relativement facilement. Donc, déjà en posant directement des questions aux clients et aussi en allant chercher des données disponibles sur Internet. Il y a une montagne de données disponibles maintenant sur les marchés, quels qu'ils soient. Il y a vraiment beaucoup de données. N'hésitez pas à faire des petites recherches. En général, au bout d'une heure, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Aussi, vous pouvez demander aux entités parapubliques qui travaillent avec vous. La BDC, c'est un exemple, mais vous avez des organismes d'aide aux PME, aux différents paliers gouvernementaux qui peuvent souvent vous fournir des profils de marché et même parfois des listes de prospection. Notamment, vous pouvez vous adresser à la Chambre de commerce pour avoir des sources à cet effet-là.
Moi, quand je regarde le parcours client, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'un plan de croissance, ça ne concerne plus juste maintenant les gens du marketing, les gens des ventes ou la direction. Ça touche tout le monde dans l'entreprise. Parce que si on regarde, le livreur a un impact sur le parcours client. La personne qui répond au téléphone a un impact sur le parcours client et la satisfaction du client en général. Donc, un plan de croissance doit toucher tous ces volets-là. Et ça peut dire qu'on va former telle personne, on va donner des uniformes. Il y a tous des petits points qui font partie d'un plan de croissance. Et quand on cherche à analyser tous ces éléments du plan de croissance-là, bien, à ce moment-là, du parcours client, ça a un impact positif en général. Puis s'il y a quelqu'un on a fait appel tout à l'heure, là, on en a parlé, c'est Amazon, ils ont bien compris ça. Et les interactions à tous les niveaux sont creusées pour faire en sorte que chacune des personnes se sente une approche personnalisée et que ça se passe super bien quand ils achètent. Maintenant, si on passe au niveau du numérique, vous ne pouvez plus en entreprise vous passer du numérique. C'est la tendance, c'est là. Et il faut l'embrasser, cette technologie, embrasser cette ère-là pour ne pas justement vous faire dépasser par vos concurrents parce qu'on rentre dans un ère où les technologies sont disponibles et elles peuvent vraiment aider votre entreprise. Comme je l'ai mentionné au début, il ne faut pas le voir comme un défi, mais comme une opportunité formidable. Je pense que cette diapo-là parle par elle-même. Si on regarde le commerce électronique, comment elle a cru de façon exponentielle pendant la crise. Donc, déjà, ça avait commencé. Tout ce que ça fait, ça a accéléré le processus. On est passé d'une vague à un tsunami. Si on regarde la croissance là, par rapport à l'année 2019 de domaines comme meubles et accessoires, plus 336 %. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui se disaient « Moi, je n'achèterai jamais un meuble, je n'achèterai jamais ça sur « Je vais aller voir ». Mais aujourd'hui, ça a cru de 336 %. Alimentation, restaurant, 203 %. Vêtements, la tendance était déjà bien ancrée, 175 %. Mais c'est celle-là qui avait déjà un beau momentum. Les articles de sport, appareils ménagers. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'il faut être dans le train si on ne veut pas manquer le train. Et la croissance est là et c'est super important. Alors, vous l'avez compris, je pense, le marketing numérique constitue une occasion clé en ce qui concerne la promotion de la marque et l'obtention de pistes de vente. Donc, selon un sondage qu'on avait réalisé encore avant la crise, les entreprises qui ont adopté les technologies de marketing numérique ont obtenu des résultats impressionnants. Donc, plus d'un tiers d'entre elles ont vu une amélioration de la croissance de revenus et près de la moitié ont constaté une amélioration significative de l'expérience client. Donc, évidemment, ces données sont encore plus élevées maintenant. Et les entreprises qui s'en sortent à l'heure actuelle, entre autres, sont celles qui avaient amorcé un virage de marketing numérique avant la crise, où certaines se sont littéralement retournées sur un dissous en début de crise. Donc, j'ai l'exemple d'une entreprise qui est importatrice et distributrice de meubles exotiques, avec des magasins qui ont pignon sur rue, plusieurs magasins. Et en début de crise, les dirigeants se sont tournés tout de suite et ont mis l'emphase sur les ventes en ligne, sur leur site Internet, et notamment en proposant un transport gratuit. Et ils s'en sont extrêmement bien sortis, alors qu'initialement, ils voyaient une catastrophe annoncée arriver rapidement. Finalement, tout va très bien pour eux. Donc, le numérique est de première importance maintenant, quel que soit votre secteur d'activité. Moi aussi, j'aimerais apporter un autre point, c'est on n'est peut-être plus en période de plein emploi, mais il y a quand même à tirer les bonnes ressources, il reste un défi. Et quand on parle d'amélioration de l'expérience client, je pense que les entreprises qui ont du succès traitent aussi leurs employés comme une clientèle. Donc, ils les traitent comme une clientèle. Et si on veut se faire trouver par des gens, les jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail, qui peuvent apporter beaucoup, bien, il faut avoir une présence numérique qui est stimulante, d'avoir des médias sociaux qui font en sorte qu'on a l'air d'une place cool, de faire en sorte qu'on soit présent pour attirer ces personnes-là parce qu'eux vont chercher les emplois de cette façon-là de manière générale et on doit avoir une présence pour attirer cette clientèle-là. Donc, on doit être présent. Puis on doit aussi avoir des outils numériques parce que les gens s'attendent maintenant à avoir certains outils numériques performants. Ils travaillent avec ça dans certaines entreprises. Ils ne veulent pas arriver dans l'entreprise et puis avoir ces outils-là. Donc, hyper important pour avoir des gens performants, d'aussi d'avoir la présence numérique qui est importante. Donc, ça, c'est un élément qui n'est vraiment pas non négligeable. Il y avait récemment dans la presse un article vraiment très intéressant sur la présidente et chef de la direction de Ivanhoe Cambridge. Donc, elle parlait de son entreprise, des défis avec la pandémie. Et elle disait quelque chose de très intéressant. Donc, on ne peut plus juste être un spécialiste dans son domaine, il faut être bon en technologie. Point à la ligne. Donc, ça ne suffit plus d'être bon juste dans son domaine.
on doit embrasser cette technologie-là, on doit être performant, puis on doit aussi apporter une dimension humaine. Et la dimension humaine, c'est justement, c'est bien comprendre ses clients, être près d'eux, mais aussi bien comprendre ses employés en retour, parce que les normes sociales font en sorte qu'aujourd'hui, on veut faire affaire avec des entreprises qui traitent bien ses employés. Donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là, parce que c'est vraiment maintenant quelque chose que, peu importe dans quel domaine vous travaillez, même si c'est des milieux traditionnels, la technologie doit faire partie de votre stratégie à long terme. Ça ne veut pas dire demain matin tout chambouler, mais ça doit être là, ça doit faire partie d'une stratégie qui est saine. Alors, l'expérience numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, que vous vendiez directement en ligne ou non, vous devez avoir une présence la plus optimisée possible. Donc, comme le montre cette diapositive, cela va bien plus loin que de seulement bâtir un site web et d'espérer que les gens le trouveront. Alors, de quoi on parle? On parle, oui, du site web. Est-ce qu'il est attirant? Est-ce qu'il est facile à utiliser? Est-ce qu'il est intéressant? On parle ici de contenu comme les blogs, par exemple. Est-ce qu'il convertit les visiteurs? Donc, convertir, ça ne veut pas nécessairement dire que le visiteur va tout de suite procéder à un achat, mais si le visiteur vous contacte déjà pour poser plus de questions, ben on peut considérer qu'il est converti parce qu'il est passé de suspect à prospect. On parle du référencement de votre site. Souvent, c'est un facteur qui n'est peu connu ou pas maîtrisé par les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que le référencement veut dire? Ben, lorsqu'un client potentiel qui ne vous connaît pas au départ recherche de l'information sur Internet en lien avec votre activité, mais est-ce qu'il aboutit sur votre site? Donc là, on parle de référencement naturel ou organique, mais aussi de référencement payant, les deux étant complémentaires. On parle aussi des médias sociaux qui, eux, contribuent à votre marque et ramènent des visiteurs vers votre site. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis en milieu industriel, Facebook, c'est peu d'intérêt. Effectivement, mais vous avez YouTube, les vidéos sont le type de contenu le plus consulté par les internautes, donc y compris en B2B et notamment en milieu industriel. On parle aussi du marketing par courriel avec l'envoi de contenus utiles et pertinents. Donc là, on parle notamment de l'infolettre qui peut être très efficace si elle est bien gérée, notamment avec la segmentation des clientèles dont je parlais tout à l'heure. On parle du commerce électronique qui est en forte croissance comme on l'a vu, et notamment si vous avez des produits, si vous êtes d'entreprise à entreprise et que vous avez des produits standards, bien, vous pouvez éventuellement envisager d'ouvrir une boutique en ligne. Il y en a qui l'ont déjà fait et ça fonctionne très bien. On parle aussi d'un système de gestion de la relation client ou CRM, Customer Relationship Management, qui aide vos représentants et la direction à gérer les pistes de vente et à en faire le suivi. Donc, comme vous le voyez, là, on parle de marketing omnicanal, donc via différents canaux. Et la clé du succès, c'est d'utiliser tous ces canaux au bon moment et à bon escient et avec des proportions adéquates selon votre activité, vos clientèles cibles. Donc, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est qu'il est essentiel de vous faire accompagner à ce niveau-là, tant au niveau de la stratégie que de l'opérationnalisation. Ce n'est pas à vous de faire ça, c'est une discipline beaucoup trop technique. Donc, idéalement, vous déléguez ce travail à une agence, mais vous pouvez en opérationnaliser une partie si vous avez une ressource à l'interne. Parlant d'expérience numérique, de culture numérique, la BDC a procédé à un sondage l'année dernière sur la maturité numérique des entreprises. Ils en sont où? Et la maturité numérique était composée de deux composantes. L'intensité numérique, c'est-à-dire le nombre de technologies qui sont utilisées dans l'entreprise, mais aussi la culture numérique, à savoir comment les gens intégraient les technologies dans leur gestion et dans l'évolution du modèle d'affaires de l'entreprise. Alors, il y a un lien qui va vous être poussé parce que vous pouvez encore faire ce sondage-là et vous comparer au reste des entreprises dans votre domaine à travers le Canada. Donc, je pense que ça va être sur le chat que ça va vous être poussé. Donc, il y a un lien, vous pouvez aller faire ça, ça prend 10 minutes, c'est très intéressant. Et il y a 4 différents tableaux dans lesquels ça peut vous être, vous pouvez vous situer. Donc, ça serait intéressant d'aller vous comparer, voir où est-ce que vous en êtes et même de faire en sorte que certains des personnes clés dans l'entreprise vont faire le sondage également et vous comparer vos sondages de façon à voir comment vous percevez l'intensité numérique, la maturité numérique de votre entreprise entre vous, de façon à pouvoir peut-être refaire ça l'année prochaine et dire est-ce qu'on a évolué dans notre façon de voir comment on perçoit et comment on adopte la culture numérique
parce que comme on l'a vu, maintenant, on ne peut plus se passer des technologies, on ne peut plus se passer du numérique, et ça va faire en sorte que votre entreprise va se différencier ou non des autres. C'est rendu une question de survie. Parce que dans le fond, ce n'est pas les plus grosses entreprises qui vont résister, mais c'est celles qui s'adaptent. Donc, vous devez vous adapter à ce nouvel environnement qui change et vous devez intégrer ça dans un plan de croissance. Mais naturellement, on pourrait parler du numérique pendant 1 heure, mais il y a des plans qui peuvent être faits dans votre plan de croissance pour faire en sorte qu'on les intègre de manière consistante. Je dirais qu'en conclusion, on a couvert beaucoup de matériel rapidement. Donc, vous pouvez faire appel à nous, à la Chambre, pour en savoir un peu davantage. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut viser la croissance. Le statu quo n'est plus une option. Le monde change rapidement. Il y a des industries qui sont compromises. Donc, vous devez vous remettre en mentalité de croissance, d'avoir de l'ambition pour revenir à ça, parce que les dernières années, il n'y avait pas vraiment, c'était pas vraiment nécessaire. Faut bien comprendre son marché. Donc, c'est pas juste de dire j'ai une idée, j'ai une opportunité, mais bien de comprendre tout le marché, puis comme on a vu, mais prioriser chacune de ces options-là en fonction du risque, parce qu'elles ne sont pas toutes égales. Développer son moteur de croissance, ça, c'est ce qu'on a vu. C'est son plan, les différentes composantes, lesquelles on va faire en premier. Il faut vraiment faire en sorte que notre moteur, aller chercher en bon français, les low-hanging fruit pour commencer, aller générer de la croissance, créer du momentum et faire en sorte qu'on va suivre le plan. Le mettre dans ses comités de gestion, s'assurer que le plan est suivi, le communiquer aux employés pour que ça soit mobilisant pour les gens, que tout le monde s'en aille dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On l'a mentionné, apprendre à connaître son client, ne jamais arrêter d'apprendre à connaître son client, ne jamais arrêter de poser des questions. Vous pouvez faire des petits sondages après que les gens aient acheté, faire des sondages annuels. Il y a des moyens de bien comprendre pour justement avoir plus d'impact au niveau du parcours client. Donc ça, c'est hyper important aussi, parce que quand vous allez faire des campagnes sur les médias sociaux, plus vous êtes capable de cibler Julie, la super-maman, plus vous allez avoir de l'impact parce que vous allez bien la connaître. Et finalement, d'adopter la stratégie puis axée sur le numérique, c'est essentiel. On l'a mentionné à plusieurs reprises. Donc, j'aimerais vous remercier tous pour votre écoute. Françoise, merci beaucoup pour tes interventions. Merci. Puis là, j'aimerais savoir si je tourne la question chez vous maintenant, s'il va y avoir des questions. Et donc, voilà. Alors oui, nous avons des questions. Daniel, on a Maxime qui demande, est-ce que les activités de cette séquence sont obsolètes pour un marché de services? Nous sommes en génie conseil. Pas du tout. En fait, on fait des interventions en plan de croissance dans toutes les industries. Chaque industrie a ses particularités. En fait, souvent, quand on rencontre un client, on dit « moi, c'est pas pareil dans mon industrie ». Donc, chaque industrie est différente. Mais dans les services, on a fait beaucoup de plans comme ça et on a eu beaucoup de succès. Je pense à une compagnie en ressources humaines qui a gagné un prix, justement, récemment parce qu'ils ont mis en place un plan de croissance très dynamique. Et là, ils étaient dans les entreprises avec la plus belle croissance, alors que là, ils étaient un petit peu là, on va à gauche, on va à droite, on les a vraiment aidés là-dedans. Donc, ça s'applique à toutes les industries, même si vous pensez que vous faites des pièces de métal, puis c'est très, comment dire, là, c'est pas des choses qui sont sophistiquées, ça s'applique dans tous les domaines. J'ai une autre question de Paul. Je ne connais pas du tout le marketing numérique et j'ai de la difficulté à donner un budget significatif à une agence sans savoir ce qu'elle va faire. Donc, effectivement, le marketing numérique, c'est une discipline très technique. Par contre, pour les dirigeants, ce qui est très important, c'est de vous initier quand même et de connaître les grandes lignes au niveau stratégie et tactique numérique. Pourquoi? Pour être en mesure de vérifier d'abord où est rendue votre entreprise et ensuite ce que font vos fournisseurs à ce niveau-là. Et c'est pas si compliqué, ça peut faire peur quand on n'a jamais lu sur le sujet, mais ça n'est pas si compliqué que ça. D'abord, vous avez beaucoup de formations, de sensibilisation qui se donnent, notamment dans les chambres de commerce. Vous avez aussi beaucoup de blogs de vulgarisation à cet effet. Donc, quand je vous ai parlé du site web, du référencement, des infolettes, des réseaux sociaux, tout ça, vous pouvez lire de façon assez facile et assez rapide sur le sujet et vous initier là-dessus parce que oui, effectivement, c'est important de savoir en général ce que fait l'agence pour vous et ce que doit faire votre entreprise. Puis moi, je renchérirais juste une petite chose. On a vu tout à l'heure une des diapos qui disait
avec chacune des campagnes, on doit se faire un objectif. Quel est l'objectif de la campagne? Est-ce qu'on l'a atteint? Quels moyens on a fait? Donc, si on est capable de valider ça avec l'agence avec laquelle on travaille, puis à l'après, on regarde, voici qu'est-ce qu'on a fait, on a bien livré la marchandise, mais les résultats ne sont pas là. Pourquoi? Puis on peut analyser. Donc, il est important justement à chaque campagne d'avoir ses objectifs, ses moyens et ses budgets. Une autre question, Daniel. Quel est le bon budget entre le marketing traditionnel et le marketing numérique? Je vais te laisser répondre ça. Oui, le budget, en ce moment, il est surtout sur le marketing numérique. C'est sûr que plus on est proche du consommateur, plus la portion du numérique doit être forte. Mais même à l'heure actuelle, d'entreprise à entreprise, même en milieu industriel, la portion numérique doit être de première importance. Je vous donne un exemple, un atelier d'usinage. Il y a beaucoup d'ateliers d'usinage dans la région de Montréal, dans la grande région de Montréal. Si je suis un client potentiel et que je tape atelier d'usinage, je vais me tourner vers ceux qui vont sortir sur Google sur la première page. Donc, si vous ne sortez pas sur la première page, la probabilité que vous soyez mis de côté par ce client potentiel est très élevée. Donc, oui, c'est important aussi en B2B, mais souvent, en B2B, il va y avoir une portion traditionnelle plus élevée. Je pense aux expositions, mais maintenant, il n'y a pas d'exposition. Donc, vous êtes mieux de mettre l'accent sur le numérique. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Il y avait, qui recoupe un peu la question de Maxime de tout à l'heure, est-ce qu'on s'adresse à toutes les industries? Tout à fait. Il n'y a pas une industrie qui n'est pas touchée par un plan de croissance. Toutes les industries sont touchées d'une manière ou d'une autre par les technologies, par la pandémie. Donc, on doit vraiment faire en sorte que toutes les industries sont touchées et chacun des marchés, chacun des sous-marchés vont être analysés de cette façon-là. Et il n'y a personne qui n'est pas visé par un plan de croissance. Il est vraiment important d'avoir un plan si on veut arriver à un objectif qui va être satisfaisant pour la survie de l'entreprise. Parfait. Donc, on a une dernière question. Pouvez-vous revenir sur le référencement naturel ou organique et le référencement payant? Oui. Le référencement naturel ou organique, c'est avant tout ce qui est travaillé à même votre site, donc notamment dans le code. Donc, c'est l'agence qui monte le site qui doit travailler ça. On parle entre autres de balises. Souvent, elles ne sont pas présentes sur les sites Internet et ce n'est pas compliqué à installer. Il faut juste vous assurer, lorsque vous allez en soumission ou lorsque vous mettez à jour votre site, que ce travail-là est effectué. Mais le référencement naturel est aussi alimenté par le trafic qui arrive vers votre site, donc notamment ce qu'on appelle les liens entrants. Donc, si vous êtes répertorié sur d'autres sites et qu'il y a des liens vers votre site, je donne un exemple, la chambre de commerce. S'il y a le lien de votre entreprise, de la chambre de commerce, et lorsqu'on clique, ça ramène vers votre entreprise, ça contribue au référencement organique. Les réseaux sociaux aussi contribuent à votre référencement organique parce que lorsqu'on vous trouve sur un réseau, on peut cliquer et aller sur votre site. Et ça, c'est par opposition. Alors, le référencement naturel ou organique est à moyen long terme parce que plus on clique vers votre site, plus vous remontez dans les résultats. Et par opposition au référencement payant, qui est lorsque vous effectuez une recherche sur Internet, vous voyez le mot « annonce » qui apparaît, ça veut dire que l'entreprise a payé sur le mot-clé que vous avez tapé. Et ce référencement-là est ponctuel, il est temporaire. C'est tant que vous payez, vous avez une place. Dès que vous ne payez plus, vous n'avez plus de place. Et s'il y a une forte compétition, en plus, c'est difficile de se positionner. Donc, les deux sont complémentaires. On fait beaucoup d'organique et on fait du payant en complément à l'occasion ou en attendant que le naturel prenne sa place. Merci, Françoise. Donc, s'il n'y a plus de questions, moi, je conclurai en disant qu'on est là pour vous aider. Et puis, on offre même des services gratuits de consultation à certaines PME. Venez nous voir, appelez-nous si vous avez des questions additionnelles. On peut vous aider si vous avez des problématiques. Vous pouvez avoir accès à de la consultation gratuite. On est là pour vous aider. Puis, on remercie beaucoup la Chambre de commerce de nous donner l'opportunité d'être ici puis de vous aider. Puis, on espère qu'on a vraiment répondu à vos questions concernant la croissance et le plan de croissance. Puis, on vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Bonnet, M. Perron. Merci à la BDC. Moi, j'ai juste un terme « wow ». Entendre des spécialistes comme vous deux, moi, j'ai retenu deux choses. Un, connaître, et je dirais bien connaître nos clients
Et quel avantage que tout le numérique, l'avenue du numérique pour nous aider là-dedans. Merci beaucoup. Je vous invite au prochain Matin Express, mercredi 14 octobre, 8h à 9h. Le retour à La Normale par les CPA de la Montérégie. Restez à l'affût, plusieurs nouveaux projets et événements sont à venir. Consultez notre site web et notre infolettre pour rester informés. Je vous laisse maintenant sur les remerciements à nos partenaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à tous. La CCIRS souhaite remercier Fortier d'Amour Goyette, partenaire de la série des Matins Express. Ses grands partenaires annuels: Desjardins, Université de Sherbrooke, Dunton Rainville et la campagne Faire affaire en français. Merci également à TVRS pour la réalisation et la diffusion de cet événement.